Bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va parler de notre projet pour le cours GIF 7005, Introduction à l'apprentissage automatique, qui consiste à la détection de fraude pour les transactions en ligne. Donc, nous sommes Younes Hakim, Alexandre Lepage, Maxime Paulin-Bellil et Amédéo Zito. Donc, la source des données provient de la compétition Kaggle. Le contexte, comme je l'ai dit plus tôt, c'est la détection de fraude dans le commerce en ligne. Le contenu, on a 590 000 transactions, dont 20 000 qui sont frauduleuses. Donc, on a deux classes. On a une première classe qui c'est les transactions qui sont frauduleuses, donc on assigne qui sont considérées comme des positifs. Et aussi, on a les transactions ordinaires qui sont considérées comme des négatifs. Donc, on a un jeu de données qui est très déséquilibré, avec seulement 3,5 % de positifs. Le type des variables explicatives, c'est séparé en deux types. Donc, on a un premier qui consiste aux informations sur les transactions et le deuxième qui consiste sur les informations sur les individus. Par contre, ce qui arrive, c'est que parmi toutes les transactions qu'on a, ce n'est pas toutes les transactions qui ont des informations sur les individus. À ce moment-là, on a beaucoup de données qui sont manquantes. Donc, les stratégies pour gérer ces données manquantes-là vont être présentées lors de la présentation. Donc, à l'ordre du jour aujourd'hui, on va vous parler du pré-traitement des données, donc entre autres par rapport aux données manquantes. Par la suite, on va vous parler des gestions des données asymétriques. Puis, on va vous présenter les modèles qui ont été testés, ainsi que les résultats en test. Pour la partie pré-traitement des données, alors tout d'abord, on commence par la gestion des données manquantes, l'encodage one-hot, la normalisation, puis l'optimisation du type de données. Pour ce qui est de la gestion des données manquantes, il faut tout d'abord savoir le type de données qu'on a. Il existe trois types de données. Dans notre cas, on a le missing at random, c'est-à-dire que l'absence d'une valeur dépend des variables observées dans notre jeu de données. Alors, pour ce qui est de la méthode de traitement de données de ce type, il existe plusieurs. Parmi eux, on a testé trois méthodes. La première, l'imputation par la moyenne, l'imputation par le mode et l'imputation par le cas plus proche voisin. Alors, la méthode choisie est l'imputation par le mode, qui a été la plus adaptée à notre cas, étant donné que ça accepte les données non numériques et qui ne nécessite pas de grandes capacités de calcul, contrairement à l'imputation par cas plus proche voisin. Pour ce qui est de la sélection des variables, on a commencé par retirer les variables qui étaient corrélées, donc celles qui avaient un root spearman qui était plus grand que 0,6. Par la suite, on a utilisé une régression de l'assaut, parce que c'est une méthode qui est très efficace et qui gère bien les données qui ont beaucoup de variables explicatives. On avait envisagé aussi l'élimination des variables de façon récursive, donc par la méthode de backward, avec la fonction RFE de scikit-learn. Sauf que cette méthode-là est beaucoup plus longue à appliquer, puis dépend beaucoup du classifieur qu'on utilise pour évaluer les performances. Donc, on l'a écarté. Après avoir fait la sélection de variables, on a fait une réduction de dimensionnalité avec la décomposition par valeur singulière tronquée, donc la Truncated SVD. Cette méthode-là, ça peut s'apparenter avec un PCA qui est bien connu, sauf que ça gère mieux les matrices de données creuses, donc avec beaucoup de zéros, étant donné qu'on avait beaucoup de variables qui étaient binaires avec notre one-hot encoding, cette approche-là était plus appropriée. Pour ce qui est du traitement du déséquilibre des classes, la première approche qu'on a utilisée, c'est l'apprentissage sensible au coût. C'est-à-dire qu'on a défini des coûts différents dépendamment du type d'erreur qu'on avait. Donc, on va venir ajuster la fonction de perte. Donc, ça peut être l'entreprise croisée, par exemple, ou est-ce qu'on va attribuer des poids, vous allez voir plus tard, qui vont différer dépendamment du type d'erreur. Donc, on pourrait dire ici, par exemple, étant donné qu'on veut pénaliser davantage les faux négatifs. Quand je parle de faux négatifs, je parle ici de prédire une transaction qui est non frauduleuse alors qu'elle l'était. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut pénaliser davantage. Donc, on veut donner, admettons, 10 000 ici comme valeur, comme pour la perte. Puis, on pourrait mettre ici une valeur de 1 pour les faux positifs. La deuxième approche qu'on a utilisée, c'est le rééchantillonnage. Donc, tout d'abord, on fait un suréchantillonnage où est-ce qu'on va venir dupliquer
aléatoirement des observations de la classe minoritaire. Sauf que cette approche-là, le problème qu'elle soulève, c'est qu'elle amène un surapprentissage, étant donné qu'on crée des doublons dans le jeu de données. Par la suite, on va venir faire un sous-échantillonnage. Donc, ça consiste à retirer aléatoirement les observations de la classe majoritaire. Sauf que le problème, c'est qu'en retirant les observations, on vient insérer un biais dans la prédiction. Ce qui est important de soulever aussi par rapport au rééchantillonnage, c'est que c'est fait uniquement sur les données d'entraînement et pas sur les données de validation de test. Pour pallier au problème de surentraînement du suréchantillonnage, il existe une méthode qui s'appelle le SMOTE, donc Synthetic Minority Oversampling Technique, qui consiste à définir ici une zone probable où est-ce que notre classe minoritaire se situe et de générer de façon avec un KNN, donc un cas plus proche voisin, de générer des valeurs qui sont possibles dans cet espace-là. Par la suite, une fois qu'on a généré ces observations-là de façon synthétique, bon, ben là, on va venir faire une édition des plus proches voisins. Donc, on va venir définir quelles observations là-dedans pourraient être du bruit, puis qui pourraient nuire à notre classification. Puis le sous-échantillonnage qu'on va faire, ben, ça va être en retirant ces observations-là qu'on a détectées comme du bruit. Donc, ce faisant, on va faire d'une pierre deux coups. Donc, on va rebalancer les classes et retirer les données qui peuvent causer de la confusion. Pour les réseaux de neurones, Amédéo va enchaîner. Bonjour. Donc, pour le réseau de neurones, on a utilisé un percepteur multicouche avec 2 couches cachées. Comme couche d'entrée, on a 50 neurones avec fonction d'activation ReLU. Et les 2 couches cachées ont 40 neurones chaque avec aussi une fonction de ReLU comme activation, ainsi qu'une couche de sortie avec une sigmoïde. Et pour la fonction de perte, on choisit d'utiliser une quasi-entropie binaire qui ressemble beaucoup ou qui est identique à la vraisemblance d'une loi Bernoulli. Ce qui est intéressant, qu'on a ajouté aussi un W qui dénote un poids qu'on accorde à des classes positives, avec lequel on pourrait et on peut ajuster la perte pour tenir compte de sous-représentation de la fraude dans la donnée. Et comme ça, on peut augmenter le recall avec un W supérieur à 1. On a fait des essais avec un W égal à 1 et supérieur à 1 avec aussi du rééchantillonnage. Donc, Amédéo nous a présenté un peu le processus qui a été fait pour ce qui est du modèle de réseau de neurones. Mais on a procédé similairement pour plusieurs types de modèles parce qu'on voulait avoir une bonne idée de quel modèle choisir puis quel qui allait avoir le plus de performance en inférence, donc en test par la suite. Donc là, on présente un peu des métriques de performance pour chacun des modèles, mais on a été en inférence en test seulement avec les modèles XGBoost et réseau de neurones, parce que c'est ceux-là qu'on pensait qui allaient avoir le plus de potentiel. Puis, c'est à noter qu'il y a plusieurs choses à faire justement pour l'inférence en test. Par exemple, ben, c'est sûr qu'on veut éviter la fuite de données. Donc, on veut s'assurer de réutiliser les valeurs d'imputation qui avaient été calculées en entraînement. On veut aussi réutiliser les paramètres de normalisation des données, là, comme par exemple pour la normalisation min-max qu'on a faite, ben, on veut conserver nos mêmes valeurs minimales et maximales. Juste pour être sûr que le format des données qu'on a en inférence est la même chose que le format des données qu'on avait en entraînement. Puis ben, ensuite, quand on effectue des prédictions pour les modèles entraînés en test, ben, on se rend compte qu'on a quand même une bonne perte de performance. Puis il y a plusieurs choses qui peuvent causer ça. Là. Par exemple, ben, c'est sûr que nous, notre validation, elle avait été prise au hasard. Puis ça veut dire que la distribution est vraiment similaire en entraînement versus en validation. Alors que l'échantillon en test, ben, il n'y a rien qui garantit qu'il a été pris au hasard. C'est la compétition Kaggle qui s'est occupée de choisir un dataset de test. Puis souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que, par exemple, ils vont choisir une période différente. Donc, peut-être que les relations entre les variables puis la réponse n'est pas toujours la même. Donc, pour pallier à ça, ben, nos conclusions ou ce qu'on retient, c'est que probablement, c'est meilleur de choisir des hyperparamètres qui sont plus conservateurs en entraînement, juste pour s'assurer qu'après, ben, en généralisation, on est capable de conserver davantage de performances qu'on était capable de voir en entraînement ou en validation.
lors de l'élaboration de ce projet-là, on a fait appel à deux principaux ouvrages. Le premier s'appelle Flexible Imputation of Missing Data et le deuxième s'appelle Imbalance Classification with Python. On a aussi fait appel à différents articles scientifiques et à des liens informatiques. Donc, vous les voyez ici. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Au revoir.